Imaginez un continent où presque chaque pays, à un moment donné, s'est dit « Pourquoi produire si l'on peut simplement prendre aux autres ?» Argentine, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Chili, Bolivie. Des dizaines d'années, des dizaines d'expériences, toujours le même résultat. Pauvreté, exode massif, sang. Et ces 2 ou 3 dernières années, presque tout le continent a fait demi-tour et a commencé à aller dans la direction opposée. Je vais vous expliquer comment cela s'est produit, pays par pays, dirigeant par dirigeant. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez qu'il est possible de vaincre l'hydre du socialisme. Et il semble même que cela se passe sous nos yeux. L'Amérique latine du XXe siècle est un laboratoire d'une seule idée. Il ne faut pas créer la richesse, mais la prendre et la partager. Après la révolution cubaine, c'était en 1959, Fidel Castro et Che Guevara ont montré au continent qu'on pouvait arriver au pouvoir sous le slogan de la justice et y rester pendant des décennies. Comment ? En prenant la propriété d'autrui. C'est un fait avéré. La nationalisation des terres, des usines et des banques à Cuba a eu lieu dès les premières années après la révolution. Ils ont pris, mais il n'y a pas eu de résultat rapide. Ils ont découvert que, pour une raison quelconque, dans un kolkhoz, on produisait beaucoup moins que chez un propriétaire privé. Quand ils ont partagé leur production, il y en avait moins qu'avant, quand le propriétaire payait tous. Ils ont alors considéré certains comme ennemis du peuple et en ont fusillé beaucoup. Et l'année suivante, ils ont découvert qu'il restait encore moins à partager. Parce que les camarades qui partageaient, eh bien ceux qui partageaient, oui, voulaient s'en garder une plus grande part pour eux-mêmes. Ils en donnaient moins aux autres, plus à eux-mêmes. Eh bien, c'est un genre de slogan socialiste. Ce qui est bien sûr surprenant, parce que tout le monde pensait naturellement auparavant que ceux qui allaient en partager allaient en tout partager de façon égale, ou même en garder moins pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne restait plus grand-chose à partager. Et en plus, la plus grande partie de cela était prise par ceux qui s'étaient eux-mêmes désignés comme ceux qui répartissaient. Cela n'a plu à personne, sauf à ceux qui partageaient. Ceux qui partageaient, eux, ça leur a plu. Ça leur a vraiment beaucoup plu. Ils ont même supprimé toute possibilité de modifier l'ordre établi. Ils se sont alignés et chantaient des chansons révolutionnaires, car si tu quittes le rang ou ne chantes pas, on te tire immédiatement dessus. D'autres ont suivi l'exemple de Cuba. Au Chili, en 1970, oui, un socialiste, Salvador Allende, est arrivé au pouvoir par des moyens démocratiques, d'ailleurs démocratiques. Et il a commencé la nationalisation de l'industrie du cuivre et des grandes entreprises. D'ailleurs, je rappelle que Adolf Hitler est aussi arrivé au pouvoir par une voie absolument parlementaire et démocratique. Au Nicaragua, en 1979, les sandinistes ont répété le scénario cubain. Au Venezuela, en 1999, Hugo Chavez a lancé ce qu'il a appelé le socialisme du XXIe siècle. Il l'a nommé ainsi, le socialisme du XXIe siècle. Et c'est sans doute le plus tardif, enfin d'accord, le plus tardif, mais aussi le plus destructeur de toutes les expériences, du moins ici. Sur d'autres continents, ils ont mené des expériences encore plus extrêmes. La logique était la même partout. Je veux que vous vous en souveniez. Parce que c'est la clé de tout ce dont nous parlons ensemble. Il n'y a que 2 façons d'obtenir des biens. La première, c'est de le produire, et la seconde, c'est d'attaquer ce qui a déjà été produit par quelqu'un d'autre. S'emparer, et ensuite faire semblant de partager honnêtement. Toute idéologie socialiste, marxiste ou en fait fasciste. La nationalisation sans abolir la propriété privée, juridiquement, c'est justement le fascisme. Voilà, tout programme de ce genre choisit la deuxième voie. Et la deuxième voie ne crée rien. Elle ne fait que consommer ce qui a été créé auparavant. Et voici le moment le plus inattendu de cette vidéo. Il y a des foules, un homme riche a beaucoup. Donc si on lui prend, tout le monde en aura plus. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Quand il devient plus rentable de prendre que de produire, on arrête complètement de produire. La récolte ne disparaît pas d'elle-même, mais le fermier sait que l'État la confisquera. Pourquoi donc s'en préoccuper ? L'usine ne modernisera rien si elle sait qu'elle sera nationalisée. Au final, prospérité et riches disparaissent. Les produits disparaissent des rayons pour tout le monde. Le paradoxe du socialisme, c'est qu'il promet l'abondance par le partage.
mais il apporte la faim en détruisant la production. C'est cette vérité que les gens d'Amérique latine ont mis près de 70 ans à découvrir par eux-mêmes. Et voici la question qu'il faut poser dès maintenant. Pourquoi les gens dans ces pays n'ont-ils presque jamais été forcés d'adopter le socialisme par la force ? Ils ont eux-mêmes suivi cette idée volontairement avec enthousiasme. Parce que l'idée est incroyablement simple et incroyablement attrayante sur le plan émotionnel. Et on ne la pousse jamais jusqu'au bout. La plupart des gens sont des êtres émotionnels, pas rationnels. Ils ne prévoient pas les conséquences de 3 étapes à l'avance. On leur présente une image simple. Voici les riches, ils ont beaucoup. On va leur prendre et vous le donner, et tout le monde s'en portera bien et ce sera juste. C'est tout simplement génial, non ? Autrement dit, on peut attraper un poisson dans l'étang, sans aucun effort. C'est une idée facile à vendre. N'importe quel peuple. Mais les Latins, eux, ils sont aussi émotionnels. Donc, ils s'y sont tout simplement rués, comme on dit. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux travaillent avec leurs mains. Et donc, la tête n'a pas le temps de bien se développer, surtout en ce qui concerne la pensée critique, sur le long terme et en plusieurs étapes. Et qu'en est-il de ceux qui sont allés à l'université ? Là où, en théorie, on devrait justement apprendre à penser par soi-même. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Dans le milieu universitaire et soi-disant intellectuel, on montre avec insistance à la personne « il ne faut surtout pas penser par soi-même ». Il faut écouter ce que dit la direction, les leaders, les supérieurs. Quand tu es étudiant, ce sont les professeurs. Ce que dit le parti. Si tu doutes ou si tu dis quelque chose qu'il ne faut pas dire, soit on t'expulse, soit on t'emprisonne, ou alors on t'empêche simplement d'avancer dans ta carrière. Alors tais-toi, ensuite tu finis par te convaincre que tout va bien. Mais le pire d'ailleurs, la punition la plus terrible pour ces gens, ce n'est même pas la prison. Le pire, c'est quand ton propre entourage, les gens avec qui tu vis, travaillent, avec qui tu as des relations sociales, commencent à t'exclure de leur cercle comme un ennemi. C'est surtout la peur d'être rejeté ou exclu. Être exclu de son cercle est plus effrayant que la peur de la prison. Et c'est pourquoi les gens sont prêts à tout faire, absolument n'importe quoi. Juste pour ne pas être, Dieu nous en préserve, exclus de leur cercle social, comme ça, sans un seul coup de feu. Dans ces pays, le socialisme s'est répandu sur le continent comme un feu de prairie, presque sans rencontrer de résistance, avant que nous n'allions plus loin. Par pays, par chiffre, par nom. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer la suite de ce sujet. Parce que la suite portera sur quelque chose que vous ne vous attendez absolument pas à entendre. Si vous voulez une analyse plus approfondie et systématique de la raison pour laquelle la liberté fonctionne et la redistribution ne fonctionne pas, regardez le lien dans la description vers la chaîne d'Orojnaïa Kartakaz-Vobod. J'y analyse ces mécanismes. Mais je dirai de façon beaucoup plus détaillée, n'est-ce pas ? En résumé. Premier laboratoire, Cuba. Cuba, et surtout pas les Yankees. Commençons par elle, parce que c'est l'expérience la plus longue. Plus de 65 ans avec le même modèle. Avant la Révolution, Cuba était l'un des pays les plus développés d'Amérique latine en termes de revenus par habitant. C'est un fait avéré selon les statistiques de l'ONU de l'époque. Ainsi, après la nationalisation des usines sucrières, du raffinage du pétrole et du commerce, l'île est devenue dépendante des subventions soviétiques. En fait, Cuba ne produisait pas assez pour se nourrir elle-même, et elle survivait grâce aux subventions de Moscou. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les subventions ont disparu. Et Cuba est tombé dans la période spéciale. C'est ainsi que les Cubains eux-mêmes l'appelaient. Famine, coupure d'électricité, des vélos à la place des voitures. Ce n'est pas une version, ce sont des faits documentés, décrits par des dizaines de journalistes et d'historiens indépendants. Et ce qui est particulièrement révélateur, c'est que, après plus de 60 ans de construction du socialisme, Cuba utilise toujours un système de rationnement pour la distribution des produits alimentaires. Des tickets pour le pain, des tickets pour le beurre, des tickets pour le riz. Et cela au XXIe siècle. Alors qu'aux États-Unis, 2% de la population nourrissent par tout le pays. En plus, ils veulent vendre autant d'électricité issue du pétrole à d'autres. Aujourd'hui, selon les observateurs indépendants et les organisations d'émigrés cubains, je précise que c'est une version.
Parce qu'il ne faut pas faire confiance aux statistiques officielles cubaines. Au cours des dernières années, plus de personnes ont quitté le pays en proportion de la population que jamais auparavant dans son histoire, y compris la fuite sur des radeaux dans les années 90. Dans les années 90, la moitié du pays tentait de partir sur des radeaux. Et ainsi, à Cuba, l'expérience socialiste a complètement échoué. Le groupe des 8 pays les plus riches du monde. Au début du XXe siècle, l'Argentine était l'un des pays les plus riches de la planète. En termes de revenus par habitant, elle faisait partie des 8 pays les plus riches. Elle devançait de nombreux pays d'Europe occidentale. C'est un fait historique avéré. D'immenses terres fertiles, l'exportation de céréales et de bœuf vers l'Europe, un afflux de capitaux et d'émigrants qui arrivaient à Buenos Aires à la recherche d'une vie meilleure. À l'époque, c'était un peu comme venir à New York au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Mais quand la richesse s'est accumulée dans le pays, les gens ont eu envie non pas de créer du nouveau, mais de prendre ce que d'autres avaient en créé. En 1946, Juan Perón est arrivé au pouvoir. Le véritable, comme il l'appelait, le grand diviseur du continent. Oui, le grand diviseur. Le péronisme, c'est la nationalisation de secteurs entiers, le contrôle étatique des salaires et des prix, ainsi que de généreux programmes sociaux. En ce qui concerne le financement, il ne s'agissait pas de la croissance de la production, mais de la consommation des richesses déjà accumulées par le pays. À ses côtés se trouvait son épouse, Eva Perón. La fameuse Evita, à propos de laquelle on a ensuite écrit des comédies musicales, tourné des films et monté des spectacles dans le monde entier, la transformant en une icône romantique. Mais si l'on enlève la musique et les paillettes, on se retrouve face à une femme qui utilisait sa propre fondation caritative comme un instrument personnel de pouvoir politique et de clientélisme, distribuant de l'argent et des aumônes en échange de loyauté. Un modèle classique de clientélisme à l'état pur. Par le nombre de vies brisées, de générations perdues et de pertes économiques que le péronisme a causées à l'Argentine pendant des décennies, pour des décennies à venir. À son actif, selon de nombreux historiens, il y en a à peine moins que chez certains des dictateurs vraiment sanguinaires du XXe siècle. Seulement, elle ne tuait pas par la balle, mais par la destruction lente de la capacité du pays à produire. D'ailleurs, les États-Unis ont eux aussi leur Evita. Elle ne s'appelle pas Evita, mais Hillary Clinton. Elle faisait la même chose, mais en plus, 80 personnes liées à cette famille étaient à ses côtés pour une raison inconnue. Soit ils sont morts dans des circonstances mystérieuses, soit ils se sont suicidés. De plus, plusieurs suicides ont été commis avec une arme à feu tirée dans la nuque. Il y en a même eu un où la personne s'est tirée 2 fois dans la nuque. Je ne plaisante pas. Le résultat est son connu. L'Argentine, qui pouvait rivaliser avec les États-Unis et le Canada en termes de richesse, a passé les 8 décennies suivantes dans un cycle d'inflation constante. Défaut de paiement, crise, le péronisme a survécu à Perón d'un demi-siècle. Et c'est précisément de ce piège que l'Argentine n'a vraiment commencé à sortir qu'en 2023. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Maintenant donc, le Nicaragua. La révolution contre le dictateur s'est transformée en une nouvelle dictature. C'est ce que j'ai toujours dit aussi. Au Nicaragua, le socialisme n'est pas arrivé de nulle part. C'est la révolution contre un vrai dictateur qui l'a amené. Et ceux-là n'étaient blancs pas de vrais dictateurs. Tu vois ? La famille Somoza dirigeait le pays d'une main de fer depuis les années 30. Elle était profondément corrompue. C'est pourquoi lorsque le mouvement sandiniste de libération nationale d'extrême gauche a renversé la dictature en 1979, une grande partie du pays et même une partie de la communauté internationale s'en est sincèrement réjouie. C'était un soulèvement contre une véritable tyrannie. Et c'est un fait historique avéré. Combien de fois je vous ai déjà dit qu'aucune des révolutions ou des changements apportés par la force, que ce soit par son propre peuple ou par des étrangers, n'améliore la situation. Pour le peuple, c'était soit la même chose après la révolution, soit encore pire. Tout ce qui se passait, c'est qu'un autre groupe de personnes commençait à piller ses propres citoyens. Un groupe pillait, puis il y avait une révolution et un autre groupe commençait à piller. Le même scénario qu'à Cuba s'est alors répété. Une fois arrivés au pouvoir, les sandinistes ont commencé à nationaliser la terre et l'industrie, ont instauré en fait un système à parti unique et se sont étroitement liés à Cuba et à l'Union soviétique. La logique était exactement la même. Ils ont vaincu l'injustice d'un dictateur et ont presque immédiatement commencé à instaurer une nouvelle forme d'injustice.
Eh bien, sous d'autres slogans, mais il faut admettre que l'injustice était nouvelle. Les États-Unis, en réponse, ont commencé à financer l'opposition armée, les contrats, et le pays a été plongé pendant 10 ans dans une guerre civile, sur fond de laquelle l'économie s'est tout simplement effondrée. À mon avis, en 1990, les sandinistes ont perdu les élections libres et quitté le pouvoir un temps, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2007, l'un des leaders de la révolution, donc Daniel Ortega, a de nouveau été élu, ils ont de nouveau voté pour lui. Et au cours des 2 décennies suivantes, il a transformé le pays en l'un des systèmes autoritaires les plus fermés d'Amérique latine. Avec la répression de toute opposition, de la presse, de l'Église, la révolution qui avait commencé comme une révolte contre un dictateur a bouclé la boucle et est devenue une dictature totale. Eh bien, en fait, c'est généralement comme ça que ça se passe. Bien sûr, vous attendez que je parle du Venezuela. Comment devenir pauvre avec les plus grandes réserves de pétrole au monde? Il faut le faire, non? Et donc le Venezuela est un pays avec les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. C'est un fait. Ceci est confirmé par les données de l'OPEP. Hugo Chavez est arrivé au pouvoir en promettant de partager la richesse pétrolière avec tout le monde. Et cela sonnait merveilleusement bien. Notre richesse nationale est répartie entre quelques-uns, dont certains viennent même de l'étranger. Nous reprendrons notre richesse nationale pour la partager équitablement. Chacun sera riche. Nous prendrons à tous ceux à qui c'est possible, et il n'y aura plus de pauvres chez nous, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme, ce sera tout le contraire. Tu peux travailler ou ne pas travailler, tu auras quand même de quoi vivre. C'est de la musique aux oreilles et sont des habitants de leur pays, n'est-ce pas? Chavez a nationalisé la compagnie pétrolière, confisqué toutes les terres agricoles, instauré le contrôle des prix. En l'espace de UX décennies environ, le pays avec les plus grandes réserves de pétrole de la planète s'est retrouvé sans essence dans ses propres stations-service. Ce n'est pas un paradoxe. C'est la conséquence directe de ce dont je parlais plus haut. Lorsque les producteurs de pétrole sont privés de motivation et d'une gestion compétente, le pétrole cesse simplement d'être extrait du sol. Il s'arrête tout simplement. Nous ne savons pas pourquoi. Il s'arrête. Donc le résultat, c'est l'hyperinflation, que les économistes ont estimé à des millions de pourcents par an. Et un exode massif, selon différentes estimations, de plus de 7 millions de personnes. La plus grande vague migratoire de l'histoire récente de l'hémisphère occidental. Les partisans de Chavez se sont maintenus au pouvoir par la brutalité, la fraude et la répression contre l'opposition. Des observateurs indépendants l'ont confirmé à plusieurs reprises. Voici le dénouement, que j'aborderai plus tard dans cette vidéo. C'est une partie de ce qui est nouveau et se passe actuellement sur le continent. C'est pratiquement un cas classique quand cela jaillit déjà, comme on dit, de sous terre. Il n'y a rien à faire, il faut juste compter l'argent. Mais même sous le socialisme, il est impossible de le faire. Même cela, il est impossible de le faire sous le socialisme. Les socialistes ne parviennent même pas à nourrir leur population. Je pense que tout le monde a vu des images de professeurs d'université fouillant les poubelles pour trouver quelque chose à manger. Le Venezuela est devenu le symbole du véritable socialisme. Du socialisme à visage humain. Les chiens n'en souffraient pas. Seuls les humains, les gens, en souffraient. Et maintenant, ce que j'ai promis. Si vous êtes né en URSS ou dans les pays post-soviétiques, vous avez déjà vu des tickets de rationnement pour les denrées, n'est-ce pas? Des slogans sur la justice, un parti qui sait mieux que vous comment répartir ce que d'autres ont produit. La seule différence, je ne sais pas, c'est le climat, la géographie. Des palmiers au lieu de la neige. Dans quelques minutes, je vais vous montrer que cette génération de latino-américains qui a grandi avec ces slogans fait maintenant ce que nos parents et grands-parents n'ont pas pu faire à l'époque soviétique. Ils rejettent massivement ce modèle lors des élections. Et cela nous donne, à nous qui venons de l'ex-URSS et qui vivons en Amérique et partout dans le monde, une leçon directe. L'hydre peut être vaincu, pas par la baïonnette, mais par le vote. Oui, à condition que les gens voient le moins les conséquences avant qu'une génération ne disparaisse. En réalité, l'hydre essaie d'abord de tromper, puis d'abattre tous ceux qui l'empêchent de gouverner. En Amérique, il s'est passé quelque chose qui a réellement servi de fondement à un tournant dans la conscience mondiale. La conscience mondiale.
Cela s'appelle la révolution de Trump. Elle a réveillé ceux qui, en Amérique latine, savent en réfléchir. Ce n'est pas un slogan, les faits de ces 2 ou 3 dernières années le prouvent. Je vais maintenant les examiner un par un. Revenons à l'Argentine, mentionnée au début de la vidéo. Ce même pays que le grand diviseur Perón a longtemps détourné du chemin des 8 pays les plus riches du monde. Depuis les années 30 du siècle dernier, le pays n'a pas pu sortir du modèle étatique péroniste. Des cycles constants d'inflation et de crise. En 2023, les Argentins ont élu le président Javier Milei, un économiste libertarien qui est arrivé avec un programme ouvertement anti-étatique. En relativement peu de temps, Milei a maîtrisé l'hyperinflation, obtenu un excédent budgétaire, stabilisé la monnaie et attiré des investissements étrangers. L'an dernier, son parti a remporté une victoire surprise et majeure aux élections intermédiaires du Congrès. Ainsi, les Argentins ne se contentent pas de supporter ces réformes, ils les soutiennent lors des élections suivantes. C'est important. Les gens votent pas pour la production, pas pour la confiscation. Pour la 2e fois consécutive, c'est incroyable. Cela signifie qu'ils ont vraiment souffert là-bas. Ensuite, la Bolivie. Donc, Evo Morales est arrivé au pouvoir en 2006 et a immédiatement mis en place ce schéma qui se répète en Amérique latine avec une régularité inquiétante. Il a nationalisé l'industrie du gaz et du pétrole, a étendu le contrôle de l'État sur pratiquement tous les secteurs clés de l'économie et a généreusement dépensé les revenus du boom des matières premières pour des programmes sociaux qui suscitaient la loyauté. Oui, mais cela ne créait pas de nouvelles capacités de production. Tant que les prix du gaz et des métaux restaient élevés, le modèle tenait à peu près. Mais lorsque les prix ont chuté, le même problème est réapparu. Un État qui ne sait que redistribuer est un État voleur. Il commence à suffoquer sans un apport constant de l'argent des autres. Morales a dirigé près de 20 ans. Eh bien, avec des méthodes de plus en plus autoritaires. Pareil, de plus en plus, toujours plus, et en serrant la vis de plus en plus fort. S'accrochant au pouvoir, y compris par des tentatives controversées de contourner les limites constitutionnelles à la réélection, cela a mené à des manifestations massives, puis à sa démission. En 2019, il me semble, sur fond d'accusation de fraude électorale. Le parti de Morales est le mouvement vers le socialisme. Le mouvement vers le socialisme. Oui, un parti fasciste appelé Mouvement vers le socialisme. Il a continué à diriger le pays après sa démission. Mais en 2025, cette époque a définitivement pris fin. Le Parti socialiste au pouvoir n'a obtenu aucun siège au Sénat. Aucun siège du tout au Sénat. Et c'est un réformateur centriste, Rodrigo Paz, qui est arrivé au pouvoir. Presque 20 ans de socialisme et 0 siège au Parlement. C'est un record, je pense. C'est l'un des indicateurs les plus évidents de ce qui se passe sur tout le continent. Le Chili, donc, a peut-être le parcours le plus dramatique. En 1970, un socialiste, Salvador Allende, a été élu président par la voie démocratique. Tout le monde connaît ce nom. Et il a répété un scénario qui nous est familier. La nationalisation, dans ce cas de l'industrie du cuivre, la principale source de revenus du pays. Une réforme agraire avec confiscation des terres, le contrôle des prix. En 1973, l'économie était en pleine crise. Hyperinflation, pénurie de biens, paralysie politique, affrontements civils dans la rue. En septembre 1973, un coup d'État militaire a eu lieu, dirigé par le général Augusto Pinochet. C'est un fait historique avéré, tout comme le fait que le régime instauré après le coup d'État était autoritaire et réprimait sévèrement les opposants politiques. Cela aussi est documenté et ne fait aucun doute. Mais sur le plan économique, Pinochet a fait ce qui est essentiel pour toute cette vidéo. Il a invité un groupe d'économistes formés à l'école de Chicago. On les appelait les Chicago Boys, c'est le libre marché. Et il leur a donné la possibilité de mener des réformes, privatisation des entreprises d'État, ouverture de l'économie au commerce, déréglementation, protection de la propriété privée. L'économie libérée du contrôle total de l'État a commencé à croître. Ce sont précisément ces réformes qui ont jeté les bases de ce que de nombreux économistes appellent le miracle économique chilien. Des décennies de croissance soutenue qui, dans les années 90 et 2000, ont fait du Chili l'une des économies les plus stables et prospères du continent. Voici ce fameux fil rouge qui traverse toute cette vidéo. L'État prend aux producteurs et la famine s'installe. Lorsque l'État permet de produire, la croissance arrive.
même si le régime politique sous lequel cela s'est produit était loin d'être idéal. Au Chili, un pays qui, après Pinochet, a oscillé pendant des décennies entre la gauche et la droite, en décembre 2025, le candidat de droite José Antonio Kast a remporté une victoire décisive au second tour face à la candidate du Parti communiste. D'après les données officielles, il a recueilli plus de 58% des voix. Au Honduras en 2025, le candidat de droite Nasri Asfura a remporté les élections, tandis que la candidate du Parti socialiste au pouvoir libre a obtenu moins de 20% des voix. Une défaite directe du même camp idéologique qui gouvernait au Venezuela et à Cuba. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa, partisan du libre marché, a été réélu avec plus de 10% d'avance. C'est le plus grand écart lors d'une élection présidentielle en Équateur, je crois, depuis les 20 ou 30 dernières années, au Costa Rica. En février 2026, la candidate conservatrice de droite Laura Fernandez a remporté les élections dès le premier tour, obtenant plus de 48% des voix. C'est la continuation d'une politique de discipline budgétaire renforcée. Et enfin le Venezuela. Le même pays dont je parlais il y a quelques minutes. Selon des informations largement discutées au début de cette année, le régime de Nicolás Maduro a cessé d'exister en janvier 2026, dans un contexte d'action militaire et de détention de Maduro lui-même. Je suis obligé de préciser qu'il s'agit d'une version qui nécessite une confirmation indépendante supplémentaire. Mais le simple fait de la fin du pouvoir de longue date du régime chaviste au Venezuela au début de l'année 2026 est déjà une réalité reconnue par les sources. Il y a quelques jours à peine, le 21 juin 2026 en Colombie, le premier candidat de droite, Abelardo da Esparillo, s'est présenté. J'espère vraiment qu'Esparilla, fera probablement quelque chose. Voilà. Il a remporté le second tour de l'élection présidentielle contre le candidat du président de gauche en exercice, Gustavo Petro, avec la plus faible marge de voix de l'histoire du pays. Une version toute récente. Mais les informations continuent d'être précisées, mais la tendance reste la même. Regardez la liste dans son ensemble. Argentine, Bolivie, Colombie, n'est-ce pas ? Équateur, Costa Rica, Venezuela, 8 pays en 2 ou 3 ans ont pris la même direction. Selon la société de sondage Latino Barometro, la part des latino-américains qui se considèrent comme de droite ou de centre-droit a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans d'observation. Les politologues d'Amérique latine qualifient déjà cela de tournant conservateur d'une ampleur historique, comparable en importance à la soi-disant vague de démocratisation. La démocratisation des années 80. Socialisation, fascisation, communisation, une sorte de démocratisation, bon sang, c'est n'importe quoi. Ils parlent de vague de démocratisation, mais en réalité c'était la prise de pouvoir par des bandits de gauche. Si vous avez regardé jusqu'ici, messieurs, mettez un like. Ça aide vraiment la chaîne à mieux ressortir dans les algorithmes et écrivez en commentaire dans quel pays d'Amérique latine vous avez des amis ou de la famille. Je me demande ce qu'ils vous disent là-bas sur les changements en vue de l'intérieur. Pendant ces décennies d'expérience socialiste, on ne compte pas des points d'inflation, mais des vies humaines et en générations sacrifiées, exclues d'une vie normale. Plus de 7 millions de Vénézuéliens, ce n'est pas juste un chiffre dans un rapport. Ce sont des familles déchirées, des enfants qui ont grandi sans leur père parti travailler à l'étranger. En Colombie, au Pérou, au Chili, aux États-Unis. Les migrations cubaines de ces dernières années, selon les estimations des organisations travaillant avec les réfugiés, est la vague la plus massive depuis le début de la Révolution. Non seulement les Caraïbes, mais le Nicaragua a également perdu une part importante de sa propre classe moyenne et de son intelligentsia à cause du régime de Daniel Ortega. Et voici ce qui est particulièrement important, et dont on parle rarement. Ce n'est pas tant la pauvreté elle-même qui a causé le plus de tort, mais plutôt les décennies perdues. Une génération qui aurait pu entreprendre, inventer, voyager ou enseigner, a passé sa vie à faire la queue pour des tickets de rationnement ou à émigrer et tout recommencer ailleurs. C'est un prix qu'on ne pourra jamais récupérer. Mais aucune réforme ne pourra jamais rattraper le temps perdu. Ici, il convient de rappeler un principe simple dont je parle dans chacune de mes vidéos. Seule la personne à qui l'on permet de produire peut effectivement produire. Ce qu'il veut, acheter des matériaux où il le souhaite, embaucher qui il veut, payer le prix du marché,
être en concurrence avec les autres et garder pour lui autant que possible ce qu'il a gagné. Ce qu'il a gagné. De ce qu'il a gagné, il ne donne à l'État que ce qui est nécessaire pour protéger l'homme et le pays. C'est là toute la différence entre Cuba en 1926 et l'Argentine en 1926. Ni les ressources naturelles, ni le climat, ni l'histoire, mais bien la question de savoir si l'on permet aux producteurs de produire. L'idée de redonner sa grandeur à l'Amérique s'est avérée contagieuse. Pas dans le sens du nationalisme, mais d'un principe fondamental. Le travail prime sur les slogans, la production sur la distribution. Cette idée est en train de nettoyer littéralement le continent des fascistes, des communistes et des socialistes, non pas à la baïonnette, mais, Dieu merci, par le discernement des électeurs. La question se pose, voit-on apparaître des Trump nationaux en Argentine, en Équateur, au Salvador et au Chili? Chacun a son propre style, sa propre personnalité, mais tous suivent une même direction. Respect du travail, respect du capital, respect pour ceux qui font réellement avancer l'économie et non pour ceux qui parlent joliment de justice et construisent des illusions. Ce sont des spécialités différentes, produire et parler. Nous espérons que toute l'Amérique latine passera progressivement à une vie normale, là où l'on respecte le travail, où l'on respecte le capital, où l'on respecte les personnes qui font avancer la production. Mais le plus important, c'est ce qui doit se passer. Et cela se passe en ce moment. Et c'est le fait que l'élite intellectuelle de ces pays, les professeurs, les journalistes, les écrivains, qui ont idéalisé le mot socialisme pendant des décennies. Enfin, ils commencent à comprendre combien de mal ils ont causé en entraînant des peuples entiers sur cette voie avec de beaux slogans. Eux, ils se complaisaient en là-dedans, ils jouaient à cela alors que des centaines de milliers, des millions de personnes ont vu leur vie brisée. Le marxisme. Pays après pays, on le jette sur le bas-côté de l'histoire, Dieu merci. L'histoire offre une occasion rarissime de voir comment la théorie échoue face à la pratique sous nos yeux. Voilà, sous les yeux de nos générations. 3 générations en sont témoins, pourvu qu'ils s'en souviennent. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Léon Weinstein. Weinstein US, le lien est dans la description. J'y traite ces sujets plus rapidement et plus brièvement presque tous les jours. Et bien sûr, n'oubliez pas la chaîne d'Orojna Kartak Svobodé. C'est là où je publie 2 fois par semaine une analyse plus approfondie. D'accord ? Et où nous cherchons ensemble à comprendre comment fonctionne la liberté et pourquoi la production l'emporte toujours. Quoi qu'il fasse, la production l'emporte toujours. À la prochaine.